La dernière fois, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait expliquer que la Bretagne, qui était partie de si bas, se retrouvait en tête des académies françaises pour le taux de bachelier. Et en fin de chronique, je posais néanmoins la question de savoir si pour autant les inégalités sociales avaient diminué dans notre académie et si au fond il y avait un mouvement de démocratisation grâce à l'école, c'est-à-dire des ascensions sociales qui étaient possibles. Alors on va essayer de voir d'un peu plus près cette question-là aujourd'hui, en partant d'une espèce de vignette un peu légendaire, puisque en 1967, le sociologue Edgar Morin publie les résultats de son enquête sur la commune de Plozévet, une commune du nord du pays bigoudin, dans le Finistère. Et puis, un peu plus tard, Jacques Esselias, dans le Cheval d'Orgueil, rendra cette commune encore un petit peu plus célèbre. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que, ma foi, cette petite commune d'un peu plus de 2000 habitants a produit un lot d'universitaires, d'agrégés, un recteur d'académie, 2 membres de l'Académie des sciences. Bref, Plozévet serait comme l'exemple même de ce qu'a pu produire en matière d'ascension sociale cette progression scolaire de la Bretagne. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on peut confirmer cette espèce de légende plozévétienne? Malheureusement, les données statistiques ne nous permettent pas d'être très positifs sur cette question. Nous n'avons pas de mesure directe des ascensions sociales dans la région, et même au niveau national, les enquêtes ne sont pas très spécifiées. Mais on peut prendre un indicateur qui est le taux de bacheliers généraux. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le bac général ont évidemment des chances de progresser plus vite, de monter plus vite dans l'échelle sociale que ceux qui ont un bac professionnel ou technologique. Or, en la matière, si l'Académie de Bretagne est première pour le taux de bacheliers produit, elle ne l'est pas du tout pour ce qui est du baccalauréat général. Elle est même légèrement en dessous de la moyenne nationale et, par exemple, derrière Grenoble. On peut dire qu'elle est à peu près 7e dans l'ordre des académies en France, pour ce qui est donc de la production de bacheliers généraux. Ce qui veut dire qu'en matière d'inégalité et par voie de conséquence d'ascension sociale, nous ne sommes pas très bien placés. Alors, évidemment, il y a d'abord un malentendu à écarter, c'est que les progrès scolaires d'une génération ne veulent absolument pas dire que pour autant cette même génération sera mieux placée que celle de ses pairs. Il n'y a aucun lien causal automatique entre le diplôme obtenu et puis les places qu'on va pouvoir occuper. Tout simplement parce que ça dépend très largement des changements qui interviennent sur le marché de l'emploi. Il peut y avoir beaucoup de diplômés, mais pas de place pour eux parce que ça ne correspond pas à des métiers qui sont nombreux. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait aucune automaticité entre le diplôme obtenu et puis, disons, l'emploi ou la place sociale qu'on va occuper plus tard, les jeunes en font l'expérience depuis maintenant pratiquement 30 ans, même peut-être un petit peu plus, la cruelle expérience. Déjà dans les années 70, Bourdieu parlait de génération abusée et désabusée, c'est-à-dire des diplômés qui ne trouvent pas d'emploi, du moins à la hauteur de leur diplôme, et qui se trouvent déclassés ou au chômage, mais en tout cas déclassés. Et pourtant, si on regarde un petit peu rétrospectivement, nous avons assez d'indices pour dire qu'à un moment donné, il y a eu des ascensions sociales permises par l'école dans notre région. Alors, c'est un peu empirique, mais on sait déjà, enfin il y a des enquêtes ou des enquêtes partielles qui montrent que dès la première guerre, entre les deux guerres, l'école laïque, par exemple, a promu des bons élèves qui étaient repérés par l'instituteur et qui devenaient eux-mêmes instituteurs ou qui passaient petits fonctionnaires au poste, à la SNCF ou des choses de ce genre-là. Mais c'est surtout dans l'après-guerre qu'on peut constater qu'il y a des mouvements de promotion sociale, donc des trajectoires ascendantes, grâce à l'école. Seulement, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de se demander quelles sont les circonstances, les bonnes circonstances, qui ont permis ces mouvements ascensionnels. Alors, on peut remarquer, je crois, 2 choses. C'est que d'une part,
c'est une période de grande, comme disent les sociologues, mobilité structurelle. C'est-à-dire qu'il y a des changements importants dans les métiers, et notamment en Bretagne, la question de l'agriculture. Bon, entre le 19e siècle et la Deuxième Guerre mondiale, la Bretagne a perdu le tiers de ses agriculteurs. Entre 1955 et 1975, de nouveau, il y a un tiers d'agriculteurs, de ceux qui restaient, qui disparaissent. Ou pour donner un chiffre très concret, en 1970, une ferme par jour disparaît en Ille-et-Vilaine. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que tous les enfants de paysans vont faire une ascension sociale. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rester à la terre. Alors, on sait que beaucoup vont se reconvertir dans des métiers qui sont proches, vont être, on dit parfois ouvriers paysans, en Ille-et-Vilaine, ceux qui travaillaient un petit peu sur leur petite ferme qui restait ou un lopin qu'ils gardaient, et l'usine Citroën. Ou bien, ils sont chauffeurs laitiers, enfin, ils restent un peu dans le monde populaire, même s'ils changent de classe. Mais il y a aussi des ascensions sociales. Et des fils de paysans, des fils d'ouvriers qui, à cette époque, deviennent médecins, deviennent professeurs d'université. Donc, il y a d'abord, première circonstance, un marché de l'emploi, si on peut dire, qui est en mouvement, qui se transforme profondément et qui donc ouvre des perspectives, mais des possibilités. Mais il y a aussi, c'est une deuxième circonstance, je crois qu'il faut la noter, c'est une période, la période, disons, à partir des années 60, c'est une période où, en Bretagne, il y a comme une mobilisation des espérances collectives. Alors, on connaît bien, ça a été bien étudié, la mobilisation des jeunes agriculteurs, par le biais d'ailleurs des jeunesses agricoles chrétiennes, et qui se sont vraiment investis dans la modernisation de l'agriculture et dans la deuxième révolution agricole bretonne. Mais c'est aussi l'époque, un peu oubliée aujourd'hui, du CELIB, le comité de liaison des intérêts bretons, où les différents partis se sont unis pour faire un grand plan de modernisation de la Bretagne, et donc susciter une espèce d'espoir dans l'avenir, dans une région qui se trouvait encore un petit peu arriérée et à l'écart des grands courants. Et puis aussi, dans les années 60-70, c'est le moment d'un grand revival culturel. C'est le moment des chanteurs, c'est le moment de la culture bretonne. Donc tout ça forme une espèce d'atmosphère, d'ambiance collective qui, je pense, est assez porteuse et qui, jointe à la question alors plus objective des changements structurels, a, je crois, permis à pas mal de jeunes d'origine très modeste, très populaire, beaucoup de fils de paysans, peut-être un peu moins de fils d'ouvriers ou de petites classes très modestes, enfin, classe moyenne très très modeste, par exemple les enfants des postiers ou des cheminots promus de la génération précédente, d'arriver à des postes d'enseignants ou de professions libérales. Ce sont de bonnes circonstances. La question qui se pose à présent, c'est de savoir si ces bonnes circonstances, nous pourrions les recréer ou les favoriser pour redonner un élan au mouvement d'ascension sociale dans notre région. Ça, on pourra en parler peut-être la prochaine fois.